Très bien, les amis. Ici Harris Sultan et je suis très heureux car regardez qui est avec moi. Tommy Robinson. Tommy, mon pote, comment ça va? Je vais bien, mon pote. Vraiment bien, en fait. Je ne sais pas si tu as vu les infos, hier, j'avais mon procès, tu sais. L'incident à la gare de Sainte-Pancrace, qui est devenu viral partout dans les médias. Je devais me présenter sous caution pour ça mardi, avec des accusations possibles de coups et blessures graves, section 18. Je suis totalement blanchi, ils ont tout abandonné. Je devrais être content, mais je ne le suis pas. Je suis frustré car je n'aurais jamais dû être arrêté. Si vous vous souvenez de l'incident, il y avait un cela prouve que la police savait avant mon arrestation à l'aéroport de Luton grâce aux images de vidéosurveillance. Maintenant, ce que montrent les images de vidéosurveillance, c'est que j'étais la victime. J'ai été agressivement confronté, menacé, harcelé, suivi en continu jusqu'à ce que l'homme tente de m'attaquer violemment. Je me suis défendu, la police savait que j'étais la victime et que je faisais que me défendre. Alors pourquoi ai-je été arrêté? Pourquoi cela a-t-il été présenté dans tout le pays comme si j'avais tué quelqu'un? Mais oui, je n'ai plus à répondre à une mise en liberté sous caution maintenant. J'étais évidemment inquiet qu'ils essaient de fabriquer ou d'utiliser une accusation pour m'empêcher. Septembre, le 13, tout est maintenant réglé, on avance à plein régime. Excellent. Parce que quand c'est arrivé, je me souviens que tu as dit ensuite que tu n'avais jamais eu aussi peur auparavant. Et te connaissant, tu as déjà été dans de nombreuses situations où tu aurais pu être vraiment effrayé. Mais quand tu as été arrêté, Je n'ai jamais risqué la perpétuité. La section 18 de Grievous Bodily Harm peut mener à la prison à vie, elle est juste en dessous du meurtre. est-ce que quand c'est arrivé, la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite compris. Il n'y avait aucun moyen. Je t'ai rencontré et je sais que tu es intelligent. Tu ne traînerais pas à jouer les voyous ou frapper les gens. Je savais que ce type t'avait soit attaqué, soit poussé à perdre ton sang-froid. Comme cela s'est produit dans une gare, j'espérais qu'il y aurait une sorte d'enregistrement vidéo, mais rien n'est sorti tout de suite. Et j'étais, eh bien, attends une seconde. Alors, mon esprit conspirationniste a commencé à s'emballer. Et je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce qu'ils l'ont eu? Est-ce que c'est un cas? Imaginez ce que mon esprit a fait pendant ces 4 jours. Tu avais vraiment peur pour ça? Pendant ces 4 jours, Harris, je n'ai jamais eu aussi peur. Je pleurais toutes les larmes de mon corps devant ma mère. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'appelais mes enfants. Avant de rentrer au Royaume-Uni, je faisais des appels vidéo à mes enfants pour leur dire au revoir. Parce que je pensais qu'à mon arrivée, ils allaient me placer en détention provisoire à cause de la façon dont ils avaient présenté les choses. Beaucoup ignorent que lors de cet incident en gare, j'ai aussitôt appelé la police. Oui, je coopère chaque semaine avec un officier de liaison. J'ai une réunion avec lui demain sur nos événements. Lors de nos événements, nous collaborons avec une équipe de policiers pour garantir leur sécurité. Je l'ai contacté immédiatement et lui ai dit « Cela vient d'arriver ». J'ai été harcelé, j'ai été suivi, j'ai été menacé. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me défendre. Je suis inquiet pour ce monsieur et pour son état, parce qu'il était endormi par terre, ai-je dit, mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai expliqué cela à la police. J'ai aussi précisé « C'est moi. C'est une gare centrale de Londres ». Je ne me suis pas enfui, mais j'ai quitté les lieux parce que rester là-bas allait causer plus de problèmes. Oui, en quelques minutes, d'autres attaques arrivaient. J'ai donc quitté. Mais je suis prêt, quand vous voudrez faire un entretien volontaire, à laver mon nom. Donc j'ai fait cela immédiatement. Donc la police sait que j'ai fait cela, ils ont des enregistrements de moi en train de le faire. Ensuite, j'ai pris un vol pour quitter le pays. L'hébergement et la location de voitures ont été réservés 3 semaines à l'avance, ce que la police sait. Car le lendemain matin, à 6 heures, mon avocat a tout transmis à la police car les gros titres affirmaient que Tommy Robinson avait fui le pays. Mes avocats, ils les ont contactés en disant que ce n'était pas vrai. Oui, voici les registres, la date de réservation et l'argent sorti de la banque. Voilà ce qu'il fait, il est parti travailler. Voici ses interlocuteurs. Tout leur a été envoyé. J'avais un vol réservé pour revenir à Manchester parce que c'est là que je devais de retourner. La police a demandé est-ce qu'il peut venir à Londres pour nous parler? Alors j'ai changé mes vols, puis j'ai changé, donc j'ai réservé un vol pour revenir à Londres. À ma surprise, en arrivant à Londres, je tombe sur la police. J'atterris à l'aéroport de Luton, il y a un avion plein de monde, et je vois des gyrophares bleus partout autour de l'avion. Et je me dis, je lève les yeux et je dis, bon, puis je vais à l'avant et il y a tous ces gens. Excusez-moi. Les hôtesses disent, non, vous ne pouvez pas sortir. Moi, regardez là-bas. Elle a dit, oui. J'ai répondu, oui, ils sont pour moi. À ce moment-là, tu sais, c'est fou. Je monte dans l'avion, je m'assois à côté d'enfants. J'ai écrit à Luton.
Quel petit monde. Je suis dans un vol de retour d'un autre pays, assis à côté d'enfants avec qui j'ai grandi, ce qui n'était pas prévu. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit « Les gars, je pars ». Ils ont répondu « On a tout vu aux infos ». J'ai dit « Je reviendrai ». Ils diront que je suis un risque de fuite car j'ai quitté le pays et s'en serviront pour justifier ma détention provisoire. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'ils ont fait lors de la dernière affaire. Quand ils m'ont détenu le 26 octobre, ils m'ont placé en détention provisoire et ont dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour ne pas quitter le pays. Donc je me suis dit, puisque j'ai quitté le pays, ils vont dire que je présente un risque de fuite. Ça veut dire que je vais passer 1 an à l'isolement en attendant ce procès. Ce qui m'inquiète, je ne sais pas si tu as vu les dépositions, alors je les regarde. Et les dépositions des témoins dans le journal national disent bon ça, que j'ai crié « Tu veux t'en prendre à moi ?» C'est ce qu'ils disent, que j'ai crié. Maintenant, sachant que j'avais moi-même l'enregistrement de ce qui a été dit, oui, mais je ne l'ai jamais écouté. Je ne l'ai pas diffusé. Je ne l'ai pas diffusé car je voulais voir la réaction des gens. Voyons ce que les témoins vont dire. Le principal témoin de cette affaire soutient Black Lives Matter. Ces réseaux sociaux sont remplis de choses négatives sur moi. Il dit que je devrais passer ma vie en prison. C'est un acteur, c'est un militant de gauche, et sa déclaration est complètement bidon. Des mensonges du début à la fin. Ouais, donc... Je vois cette déclaration et la déposition du témoin dans la presse, et je pense... C'est un mensonge. Et heureusement, j'ai un enregistrement qui prouve que je n'ai pas crié ça. Mais ensuite, je me dis qu'ils vont obtenir qu'il n'y aura pas de vidéosurveillance, c'est ça qui m'inquiète. Il n'y aura que des témoins. Les témoins ont affirmé que j'étais l'agresseur. J'ai compris que j'avais des ennuis. Je n'ai jamais eu aussi peur, car d'habitude, comme pour les récents outrages au tribunal, avec Harris, je risque 2 ans de prison. Je peux faire ça. Je peux mentalement me préparer à ça. 10 ans, 14 ans, 16 ans, là je suis vraiment dans la merde, mec. Donc c'est à ce moment-là, pendant ces 4 jours, et mon avocat m'a dit « Garde la bouche fermée, ne parle pas aux médias, ne fais pas de vidéos et ne partage surtout pas cet enregistrement audio que tu as. » Voyons ce qu'ils essaient de soulever. Donc je retourne au Royaume-Uni. Quand je descends de l'avion, la police est partout. Ils me passent les menottes et quand ils s'approchent, ils disent « Tu es surpris de nous voir ?» Et je leur dis « C'est moi qui vous ai contacté. Oui, je vous ai dit que j'étais sur ce vol. J'ai pris ce vol juste pour vous voir, mais ils l'ignoraient. Leurs chefs leur ont seulement ordonné d'arrêter Tommy Robinson. C'est une grosse affaire présente partout dans les infos. Je viens de publier une photo ce matin. L'avez-vous vue? Tension médico-légale? C'est quoi ce bordel? On aurait dit qu'il y avait eu un meurtre. Oui, des gens sont poignardés, massacrés ou abattus chaque jour. Tu ne vois pas ça à Londres, tu ne vois pas ces images, donc tout ça. The Guardian a envoyé des journalistes à Tenerife, où j'étais. Ils sont allés à la salle de sport, dans des cafés locaux, et ont frappé chez des personnes qu'ils pensaient liées à moi. Ils ont frappé à leur porte, ont pris des photos d'eux alors qu'ils me traquaient. Comme je le voulais, j'étais en fuite, donc toute cette histoire, je n'étais pas en fuite. J'ai contacté la police et parlé avec eux pendant que j'organisais pour mon retour. Ensuite, ce n'était pas ça qui était frustrant. Je suis mis en cellule et ensuite j'ai mon entretien avec mon avocat. À ce moment-là, évidemment, j'ai peur, très peur. Je rencontre mon avocate qui me dit « C'est étrange, Tommy, Quoi? Elle a dit que la police ne pouvait pas être plus gentille. Ils sont très très gentils, ils sont extrêmement aimables. J'ai dit « D'accord », elle dit « Donc, on va s'asseoir maintenant, ils vont amener et on va regarder. » J'ai demandé s'ils avaient les images, elle a confirmé qu'ils les avaient rencontrées toutes. J'y ai pensé, mais j'avais quelques doutes sur moi-même. Durant ces 4 jours, je réfléchissais honnêtement à Harris sortant de l'isolement. J'ai déjà eu ce problème. Oui, j'avais un problème de colère. D'accord, je m'emportais vite, je perdais vite mon sang-froid, je n'étais pas moi-même, un peu hors de contrôle dans qui je suis. Donc en fait, je me suis retiré, je ne sais pas si tu as vu. 2 semaines avant cet incident, j'étais censé faire beaucoup de choses. Et j'ai fait une vidéo disant que j'annulais tout, que j'avais besoin de prendre du recul. Je sais que je ne suis pas moi-même et que j'ai un peu de mal. Ouais, j'ai fait tout ça et je me suis dit que j'étais dans une impasse. Puis quand ça arrive, je me suis dit « Non, je sais que je ne frapperai personne. » Ouais, donc j'essaie. Tout est allé si vite. Je savais qu'il m'a confronté, menacé et crié dessus agressivement. Et je me demande, s'il te plaît, est-ce qu'il est venu m'attaquer? Et j'essaie de tout revivre. Et je lutte pendant ces 4 jours.
Et au fil de ces 4 jours, je doute de moi, je doute de moi, je me remets en question, ce qui veut dire que je me dis « je ne sais pas ». Et puis quand je me suis assis, les policiers l'ont dû voir à ma réaction que j'avais peur. Je me suis assis pour attendre la vidéo de surveillance. Quand ils ont passé la vidéo de surveillance, on aurait vu tout le poids s'envoler de mes épaules, dès que j'ai vu les images. Et je l'ai vu m'agresser violemment en face et je me suis vu reculer. Il avançait vers toi pendant de longues minutes. Des minutes passent. Je m'éloigne, il me poursuit et bloque mon entrée. En regardant cela, j'observe le policier qui m'a souri. Oui, l'homme. Il m'a souri parce qu'il pouvait voir, il savait que j'étais inquiet et il savait pourquoi. C'est ce que montrait cette vidéo. Et j'ai regardé ma sœur et puis j'ai pensé, pourquoi suis-je ici? De quoi suis-je en train d'être interrogé ici? Oui, car il ne se contente pas de me harceler. Il me confronte agressivement en face pendant de longues minutes. Et je m'éloigne et je pars, mais il me poursuit. Et puis quand j'arrive en haut de l'escalator, je me dis qu'il me crie dessus tout le temps. Je me dis, eh bien, il va me pousser dans l'escalator, non? Ouais, alors je me décale et je dis, vas-y, dégage. Je l'ai traité de gros connard, dégage. À ce moment, il se retourne. Sur la vidéo de surveillance, c'est là qu'il reçoit ça et tombe. Il fonce sur moi. Il fonce sur moi les mains levées. Alors à ce moment-là, j'ai juste regardé et tous mes problèmes, tout mon stress se sont envolés. J'ai pensé qu'il était impossible que j'aille en prison, ou même que je sois accusé pour ça. En regardant ici, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur cas de légitime défense en le voyant. Les policiers en étaient ravis et comprenaient un peu ce que je ressentais. Ils semblaient vraiment de mon côté. À la fin de la bande, j'ai fait ma déposition. J'ai expliqué avoir été confronté, harcelé, menacé et avoir craint pour ma sécurité. En voyant les images, je me disais « Pourquoi je ne l'ai pas frappé il y a 10 minutes? Qu'est-ce qui m'en a empêché ?» Par exemple, quand il était devant moi après que je l'ai frappé, j'aurais dû répliquer, car je lui laissais trop d'occasions de riposter. Je me souviens du jour où, en regardant ses yeux, il commençait à s'en prendre à moi. Je me souviens avoir pensé qu'il essayait juste de s'approcher assez pour me mettre un coup en traître. Alors je continuais à reculer. Quand il tente de me frapper, c'est lui qui est touché. Mais l'agent de police m'a dit après, il a dit, une fois que les caméras étaient éteintes, il a dit « Tommy, laisse-moi te dire, tu sais, ça a été une mauvaise situation. » Ouais, il continue. Un seul coup de poing peut tuer. J'ai dit « Officier, je comprends ça. » C'était effrayant pour moi, mais le fait qu'il m'ait frappé aurait pu me tuer. Je ne suis pas un punching ball. Je ne peux pas être un punching ball. Je ne peux pas simplement me faire frapper en marchant dans la rue. Donc je dois me défendre. J'essaie toutes les autres options à chaque fois que je n'ai pas le choix. Et puis les policiers, ce qui était aussi remarquable pour moi à voir, tous les policiers, du sergent de garde aux officiers de l'interrogatoire et à ceux qui me relâchaient Hante. Nous parlons simplement du 13 septembre, ils parlent simplement du 1er septembre. Ils sont aussi enthousiastes que moi. Tommy, à bientôt le 3 septembre. Tommy, j'ai remarqué quelque chose que je ne connais pas. Si tu as remarqué quelque chose que je ne connais pas, si tu as vu cette vidéo, il y avait une policière. Elle était en train d'arrêter probablement un migrant pour une accusation ou sur suspicion de quelque chose, peut-être pour comportement déplacé, avoir touché une fille ou autre. Je me souviens d'elle, c'est ce qui a été filmé. Elle disait « Nous t'avons laissé entrer et voilà ce que tu fais. » Je me disais que c'était grave de la part d'une policière. Parce qu'en général, c'est toi qui le dis, ou normalement, ce sont les gens qui le disent. Et tout de suite, on les traite de racistes ou de xénophobes, et on leur dit « Comment oses-tu dire quelque chose comme ça ?» Tu as évidemment vu que tu traites avec la police depuis un certain temps maintenant. Évidemment, toi, je me souviens, c'était il y a quelques années, quand tu as été aspergé de gaz poivré, à quel point la police était hostile envers toi à cette époque. Et maintenant, est-ce qu'ils changent comme les policiers de base? Parce que tu as dit qu'ils étaient contents du rassemblement du Royaume-Uni le 13 septembre. Un changement a eu lieu dans le public britannique à travers tout le pays. Un grand changement a eu lieu ces 12 à 18 derniers mois, y compris dans la police. Je crois que c'était en avril dernier. J'ai assisté au rassemblement du Royaume-Uni le 27 juillet, mais il y en avait un avant. Je crois que c'était le tournant, car même toi as été surpris par le nombre de milliers de personnes présentes. Oui, c'est vrai. Nous avons remercié la police et entamé une nouvelle relation avec la police métropolitaine. Il faut comprendre ce que nous voyons. La police était en première ligne de cela. Ils savent à quel point le problème est si grave. Ils le savent aussi. Ayant parlé à des officiers supérieurs, tous me donnent leur avis. Oui, ils le savent officieusement. Des policiers de Luton m'ont dit « Je les ai enregistrés, mais ensuite j'ai pensé que je ne pourrais jamais partager ça. »
Ils ont dit que tous les bons policiers partent. Tommy, tout le monde en a marre. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent que seuls ceux de la diversité, équité et inclusion sont promus. On n'a aucune chance. Nous sommes de bons officiers, mais tous partent car tout le monde en a marre. Le moral baisse dans la police. Rappelez-vous, la police métropolitaine a été utilisée comme une arme politique contre le public britannique et elle a été utilisée ainsi pendant des années. À chaque rassemblement nationaliste ou patriotique, la police intervenait et cela nous a beaucoup appris. Oui, quand vous ne négociez pas avec la police et que vous n'avez pas de conditions et que vous ne coopérez pas à 100% avec eux. Cela s'est produit dans le sud après Southpool, quand des manifestations ont émergé. En ne coopérant pas avec eux, les autorités peuvent bloquer les routes et déployer la police anti-émeute. Donc par exemple lors de la fête de la Saint-Georges l'année dernière, quand il y a eu des affrontements, ou l'année précédente. Les Anglais défilèrent vers leur rassemblement sans coopération avec la police. Ce n'était pas mon événement. Oui, quand ils coopèrent, les hauts gradés de la police peuvent juste ordonner « bloquer cette route ». Alors ils ont mis la police anti-émeute. Les manifestants arrivent, il y a un affrontement. Donc lors de nos premières négociations, le 30 juin, le 1er juin, le 30 juin, le tout premier rassemblement du Royaume-Uni. Maintenant, gardez à l'esprit que nous avions eu le 7 octobre, nous avions eu tous les rassemblements du Hamas, nous avions eu. Le jour d'Armatide, quand les Patriotes et les X-Force se sont opposés à la police et leur ont fracturé le crâne. Avec des matraques, Zeki, avec des matraques. C'est ça, j'ai été ici plusieurs fois. Oui, quand tu es attaqué, tu as vu le jour de la Saint-Georges. J'ai rencontré la police et organisé 80 rassemblements nationaux auxquels j'ai probablement assisté. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, je sais ce qu'ils peuvent arrêter, ce qu'ils ne peuvent pas arrêter. Le ministre de l'Intérieur peut interdire une marche, mais pas une manifestation statique. Donc quand ils veulent interdire une marche, on se réunit simplement ici et on manifeste statiquement ici. Voilà comment on contourne le problème. Ils vous accompagnent de A à B et vous avez votre marche. J'ai appris tout cela avec le temps. Maintenant, les rassemblements du Hamas continuaient sans cesse. Donc, quand je me suis assis à la première réunion, je suis allé à Scotland Yard et j'ai eu une réunion avec tous les hauts responsables de la police. J'ai dit « Laissez-moi vous dire ce que je peux faire et ce que je ne veux pas faire, sans que vous m'y obligez. Ce que je peux faire, c'est organiser une manifestation statique à Tower Hamlets. C'est ici que commencent les rassemblements du Hamas chaque semaine. Et je peux le faire à la même date et à la même heure qu'un rassemblement du Hamas, en tant que rassemblement pro-palestinien du Hamas. Je peux le faire, tu sais, je peux le faire. Nous avons amené des milliers de jeunes hommes à la capitale pour la journée d'Armatide. Si je le veux, tu sais, ce pays est prêt. Tu sais que je peux amener 10 000 hommes et tu vas avoir la plus grande catastrophe. Maintenant, je ne veux pas faire ça, je ne veux vraiment pas faire ça. Ouais. En tant que citoyens britanniques, nous voulons que nos droits, dont celui de manifester pacifiquement, soient respectés. Nous souhaitons travailler et négocier avec vous. Alors ce que je vais vous demander, c'est que je ne vais pas faire cela. En fait, je vais choisir une date où il n'y a pas de rassemblement palestinien. Et je vais choisir un lieu qui n'est sensible pour aucune communauté. Je vais choisir devant le Parlement. Je vous demande d'installer un écran, d'autoriser un festival musical et que la police nous soutienne. Oui, car la police détient un pouvoir ici. Ce sont les autorités du Grand Londres et le gouvernement de Sadiq Khan qui sont impliqués. Ils viennent de le refaire, ils peuvent mettre des obstacles à toutes ces choses. La police peut passer outre en invoquant la sécurité, donc avec le soutien de la police. Souvenez-vous qu'à cette époque, nous critiquions Mark Rowley, nous nous heurtions à Mark Rowley, mais Mark Rowley est un politicien, ce n'est pas un policier. Les policiers en face de moi sont des policiers honnêtes, de bons policiers de la police métropolitaine. Donc ils sont assis là à parler, et j'ai traversé tout ça. Voici ce que Black Lives Matter a fait, voici ce que les Palestiniens ont fait, voici ce que toutes les autres communautés ont fait. Ils n'ont pas été accueillis avec des boucliers anti-émeutes. Tu es resté en retrait. Alors ce que je vais te demander, c'est que, où que l'opposition veuille manifester contre nous, nous ferons tout ce que tu voudras. Voilà, ne pas les voir, nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons pas les avoir dans notre champ de vision, nous ne voulons pas passer devant eux. Nous coopérerons avec vous de toutes les manières possibles. S'ils sont ici, nous irons ailleurs, nous changerons de direction et d'endroit. Et j'ai enregistré chaque réunion avec la police. Voici ce que nous vous proposons. Donc le jour venu, vous n'aurez pas besoin d'être dans la rue lors de nos manifestations, nous nous surveillerons nous-mêmes. Vous devez simplement nous dire où est leur manifestation. Leur manifestation, par exemple, à Trafalgar Square signifiait un seul point de tension. Quand nos manifestants descendent dans cette route, c'est celle qu'ils prennent. Nous y mettrons donc 100 de nos agents de sécurité. Vos agents n'ont pas besoin d'entrer en contact avec nos partisans. Et si vos agents ont un problème, alors nous mettons en place une liaison avec la police où ils ont un agent de sécurité. Nous avons un agent de sécurité.
Si vos agentes ont un souci avec un partisan, dites-le nous et nous réglerons cela. Nous ne voulons pas que 10 agents foncent dans notre foule pour essayer de sortir quelqu'un. Nous le ferons nous-mêmes, car nos partisans respectent notre sécurité et nos agents, ce qui réduit les tensions. Nous avions donc cet accord avec la police. Je ne savais pas s'ils allaient en tenir parole. Je pensais qu'ils pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues, comme on l'a déjà vu auparavant. Ils l'ont fait, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Nous avons passé une journée en toute sécurité, une journée vraiment amusante. Il y avait de la musique, il y avait de la fête. Tout le monde était en sécurité. Nous avons construit après cette première manifestation de 30 000 personnes. Tu étais présent à Trafalgar Square. Encore une fois, la police a été formidable. Ils sont contrariés à propos de quelques petites choses, parce que nous avons dépassé notre temps. Mais en soi, c'est pacifique, c'est génial. Nos partisans applaudissent pas la police, nos forces de l'ordre que nous soutenons. Il n'y a eu aucun incident ce jour-là? Aucun incident, c'était super. Voilà où nous en sommes. Nous avons beaucoup progressé, c'est formidable. Encore une fois, dans cela, vous avez vu Trafalgar Square. Ils nous ont bloqués. Ils nous ont bloqués. Cette fois-ci, le gouvernement l'a fait. Nous n'avons pas le droit d'aller à Trafalgar Square. Ils ont bloqué Parliament Square, mais nous n'y étions pas. Lors des réunions avec la police, on disait juste vouloir être en sécurité. Si des familles viennent, on veut savoir comment on peut gérer ces effectifs. Donc, la seule façon de faire, c'est... On a littéralement de Trafalgar Square à Parliament Square, ce qui est une portion de route qui passe devant le Dix Downing Street, mais au lieu que tous nos écrans soient réunis dans un grand carré, ils sont espacés tous les 70 mètres, ce qui a ajouté 90 000 livres sterling au coût de cet événement, ce qui était un problème qu'ils pensaient probablement être un vrai casse-tête. Il nous reste 44 000 ou 46 000 livres sterling à collecter, il nous reste 2 semaines et demie, on y arrivera, on y arrivera. Mais la différence ici, c'est que la police sait pourquoi nous venons, elle connaît notre base de soutien, elle sait que nous ne venons pas pour un affrontement. Si nous le voulions, par exemple, nous n'autorisons que, et c'est de notre propre initiative, nous n'autorisons pas les couvre-visages. Nous demandons à tous nos partisans souhaitant venir à l'événement de passer par Waterloo. La raison à cela, c'est que nous ne voulons pas que des groupes de partisans se réunissent ici, dans une autre partie de Londres, et essaient de penser d'entrer. Et en se rendant à Waterloo, ils ne pourraient pas croiser des manifestants de gauche qui se trouvent dans d'autres quartiers de la ville. Nous rappelons que, comme lors des 3 dernières manifestations, l'accès à nos événements se faisait uniquement par Victoria. Certains étaient au contrarié car ils descendaient ailleurs et ne pouvaient pas entrer, mais cette décision a été prise avec la police. Nous collaborons avec la police pour demander une seule entrée, par Victoria. Ainsi, nos partisans savent que toute autre personne peut être considérée comme hostile si elle porte un masque. Si vous essayez de vous regrouper et de vous retrouver dans différents quartiers de Londres et d'entrer par différentes routes secondaires, s'il vous plaît, ne le faites pas. Oui, car cela rend la tâche incontrôlable. Nous avons eu beaucoup de succès. Je viens de publier une vidéo aujourd'hui. Tout le monde veut que nous échouions ici, le gouvernement, les médias, tous veulent que nous fassions une erreur. Ils veulent nous présenter comme des voyous, comme des hooligans. Ils cherchent à minimiser nos préoccupations légitimes et le message que nous transmettrons au monde. En étant agressifs et en portant des cagoules, vous leur offrez exactement ce qu'ils attendent. Donc si vous apportez de l'agressivité et des cagoules, vous serez traités comme des hostiles. Dans notre foule, nos propres supporters vous remettront à votre place. Donc nous voulons une journée amusante. Évidemment, je suis Harrison. Je pense qu'1 million de personnes vont venir. Je crois sincèrement que les chiffres vont choquer le monde. Je pense que la Grande-Bretagne est au bord de la révolution. Je le répète sans cesse. Avant, beaucoup craignaient de parler, mais ce n'est plus le cas. Avant, des policiers en désaccord avec nous suivaient quand même la ligne politique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous verrez de nombreux sourires et poignées de main des policiers au prochain événement. Et j'espère que nos partisans leur rendront ce respect. C'est triste d'avoir perdu. La police métropolitaine est ensuite devenue la risée du monde entier à cause d'un maintien de l'ordre à 2 vitesses, mais ce n'est pas la faute des policiers individuellement, c'est à cause de la politisation. Cela vient d'une position politique du Parti travailliste et d'un gouvernement qui souhaite utiliser la police comme une arme pour opprimer et attaquer son propre peuple. Nous espérons que la police le voit maintenant et qu'elle en est consciente comme nous. Nous ne voulons pas d'affrontement avec eux. Nous ferons tout pour éviter les affrontements avec la police le 13 septembre. Et je crois qu'après nos réunions d'information et la relation que nous avons désormais établie avec les policiers avec qui nous travaillons, ils comprennent parfaitement et leurs agents ne s'attendront à aucun problème de notre part, le jour venu. Tommy, ça me sidère toujours qu'il y a encore des gens qui pensent que « Oh,
Tu sais, tout allait bien comme c'était. Les migrants arrivent, tout va bien. L'islam n'est pas une menace. Dans ta version la plus simple, qu'est-ce que tu leur dirais? Ça, pourquoi est-ce important d'unir le royaume et de rassembler tout le monde? Et pourquoi est-il important de préserver les valeurs britanniques? Certains cherchent même à semer la confusion sur la signification d'être britannique. Je sais une chose, c'est que les valeurs britanniques ne sont certainement pas des valeurs islamiques. Ça, je le sais. Je pense qu'il y a plusieurs points à soulever ici. L'un des points, c'est que ceux qui s'opposent à nous le font à cause de l'idéologie. Ils savent qu'arrive que l'islam est un problème, n'aiment ni l'islam ni la religion, ce sont des communistes ou marxistes. Mais ils voient aussi l'islam comme la plus grande arme, le plus grand allié pour aider à faire tomber le système. Maintenant, ils veulent faire tomber le système. Ils veulent le chaos et l'anarchie. Donc, pour obtenir leur chaos et leur anarchie, ils s'alignent avec l'islam. Voilà le soutien pro-palestinien, pro-Hamas, rouge-vert, comme déjà vu en Iran. Donc il y a un groupe que vous n'allez jamais convaincre, parce que c'est leur idéologie. Ils ne sont pas naïfs, ils savaient que c'est ce qui se passe, mais s'en fichant. Ils détestent la Grande-Bretagne, sa culture et son identité, et veulent détruire le christianisme. Ce pays chrétien, ils cherchent à l'affaiblir et l'anéantir. Donc il y a ceux-là. Vous ne les convaincrez jamais parce qu'ils sont totalement défiants dans leur propre idéologie. Donc c'est Et les politiciens? les politiciens. Que va-t-il se passer? Les gens demandent comment une manifestation change les choses. Comment une manifestation pacifique change-t-elle les choses? Je vais vous dire, le courage arrive, les gens deviennent courageux. Ryan Clark, présentateur de Nouvelles Gays au Royaume-Uni, un homme adorable. Il s'est enfin exprimé et s'oppose fermement aux migrants. Est-ce que quelqu'un pense que ces personnes trouvent du courage? Ils trouvent du courage ils trouvent du courage à cause du grand nombre de manifestations pacifiques. Lever le drapeau, les manifestations à Epping, les démonstrations, familles et femmes en rose. Quoi que ce soit, vous leur donnez et vous les inspirez à trouver le courage de s'exprimer. Je ne blâme ni les politiciens, ni les chefs d'entreprise, ni les employés, ni le public britannique intimidé, effrayé et réduit au silence. Je ne leur en veux pas, j'étais comme eux. Souvenez-vous, j'ai utilisé un faux nom et porté un masque. Pourquoi? J'avais des entreprises prospères, je ne voulais rien perdre. Et la réalité, c'est que pendant 10 ans, pendant une décennie, du moins dans ce pays, j'ai essayé de parler de ces sujets. On t'a vu violemment attaqué et annulé. La bulle a éclaté, ça a éclaté très récemment, le barrage cède, oui, et les gens en parlent. Que se passera-t-il si 1 million de personnes se réunissent dans notre capitale pour célébrer la culture et l'identité britannique? Qu'est-ce qui changera la réforme du Parti conservateur? Tous les politiciens voudront surfer sur cette vague. De la même manière, comme ce sont des lâches, ils quitteront tous le navire. Robert Jenrick, député conservateur depuis des années, était responsable de l'immigration. Il était discret. Maintenant, il publie des vidéos tape à l'œil sur l'immigration, l'arrêt des migrants, la culture britannique et le drapeau sur les lampadaires. Ils quittent tous le navire. Tommy, as-tu vu Keir Starmer? J'ai demandé à Grok. Combien de tweets Keir Starmer a-t-il publié sur la migration illégale ces 4 à 6 dernières semaines? Devine. Devine combien? Et ce n'est pas beaucoup. 33 tweets et il ne parlait pas de démanteler les gangs. C'était plutôt du genre « Oh, nous allons vous expulser. Vous serez expulsés si vous commettez un crime. » Bla, bla, bla. Tu accusais tous ceux qui disaient quelque chose d'à peine proche de ça d'être des voyous d'extrême droite. Pourquoi tu changes d'avis? Il y a 18 mois, nous nous sommes assis, moi-même. Mo Armers, Jeff Taylor, Lawrence Fox, Carl Benjamin, Katie Hopkins. Qui d'autre était là? Je ne veux oublier personne. Liam Tufts, Jordan Peterson étaient venus en avion. Nous nous sommes assis avec une vision de changer la culture. Tu as changé, la politique. Nous n'avons pas à rejoindre le parti politique. Ce que nous devons faire en tant que large réseau de profils ayant de l'influence. Nous devons nous accorder sur des principes pour protéger la culture, l'identité britannique, la liberté d'expression et prévenir la sexualisation des enfants. Nous pouvons nous accorder sur ces points sans être d'accord sur tout. J'ai été surpris de voir autant de personnages réunis dans une même pièce ces jours-là. Parce qu'il y a beaucoup d'égos. J'ai un égo, tout le monde a un égo. Réussir à faire asseoir toutes ces personnes ensemble, on l'a fait avec succès. Nous l'avons fait avec succès en visant à unir le royaume, et si nous y parvenons, rendre cool le fait d'être britannique. De jeunes Britanniques se convertissent à l'islam, tandis que de jeunes boxeurs brandissent des drapeaux palestiniens. C'est devenu cool et à la mode d'être de ce côté-là.
Nous sommes de retour après avoir été réduits au silence et censurés. Qu'est-ce que l'identité britannique? Voici l'autre problème. Alors que la colère légitime du public britannique monte parce que c'est ce qui se passe. Malheureusement, en même temps, il y a une tendance croissante de personnes qui veulent décider que toute personne qui n'est pas blanche n'est pas britannique. Je ne sais pas si vous voyez cela. Toute personne qui n'est pas blanche n'est pas britannique. Et ce que nous voyons ensuite, c'est que si nous retirions l'islam de l'équation au Royaume-Uni, nous n'aurions même pas de débat sur l'immigration. Nous n'en aurions pas besoin. Personne ne se plaindrait. Rien. Il n'y aurait pas de gang de violeurs, il n'y aurait pas de terrorisme, il n'y aurait pas de djihad, il n'y aurait pas de changement démographique. Dans chaque ville et village, de manière incontrôlable si nous retirions l'islam. Donc malheureusement, de nombreuses communautés sont venues ici. Beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi, certains de mes meilleurs amis qui sont anglais, qui sont britanniques, qui aiment ce pays, qui ont servi dans les Royal Marines, qui ne sont pas blancs. Donc notre identité britannique, ce que nous avons fait au Royaume-Uni, c'est de rassembler tout le monde. Pour éviter cette division massive, inutile selon moi. Parce que la communauté sikhe est venue ici et a adopté cette nation. La communauté hindoue est venue ici et a adopté cette nation. Les Saint-Luciens et les Jamaïcains ont adopté cette nation, malgré quelques différences. Et certains musulmans aussi. Certains musulmans en ont deux, certains musulmans en ont deux, et à ces musulmans, je souhaite la bienvenue à la liberté. Malheureusement, en ce qui concerne le scandale des abus, on ne peut pas compter sur ces bons musulmans pour le résoudre. Nous ne pouvons pas compter sur eux. Pourquoi? 85 villes et citez lesquelles. L'enquête de Rupert Lowe et Sammy Woodhouse a identifié 85 villes affectées par ces réseaux de viols. À Telford, 1000 victimes de viols, à Rotherham, 1400. Selon la police, 200 auteurs ont été identifiés à Telford. Nous savons que 20% des hommes musulmans de cette ville, puisqu'ils ne sont qu'un millier, violaient. Maintenant, 20% violaient. Combien d'autres savaient ce qui se passait? Maintenant, en 30 ans d'histoire des gangs de violeurs islamiques qui sévissent dans ce pays, combien de musulmans sont allés voir la police pour dénoncer ou témoigner contre d'autres musulmans? Pas un seul, pas un seul, pas un seul. Oui, il y a beaucoup de bons musulmans, j'en connais, certains sont excellents, mais on ne peut pas compter sur eux. Ils sont hors de propos, car ils ne résoudront pas notre problème ni ne l'arrêteront. Ils n'arrêteront pas l'État islamique, ils ne le feront pas. 2 tiers des musulmans britanniques, selon un sondage YouGov, ont déclaré qu'ils ne signaleraient pas un autre musulman qui rejoindrait l'État islamique. 2 tiers. Nous avons un gros problème ici. Oui, donc malheureusement, même si je n'en parle pas, ce que je dis, c'est que les bons musulmans sont hors de propos parce qu'ils ne vont pas l'arrêter, ils ne vont pas intervenir. Lors des émeutes musulmanes à Southport, où ils scandaient en Allahu Akbar et traquèrent des gens, les bons musulmans sont-ils intervenus pour les arrêter? Les bons musulmans arrêtaient-ils ou dénonçaient-ils les réseaux de prédation? Nous aidaient-ils? Malheureusement, non. Et la raison, tu sais aussi bien que moi que, selon les enseignements islamiques, ils ne peuvent pas prendre le parti du kafir contre le musulman. Oui, peu importe à quel point le musulman est mauvais. Ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de pression des pères. Tu vois ce qui se passe? Oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive aussi aux ex-musulmans? Il y a beaucoup d'ex-musulmans qui ne sortent jamais du placard parce qu'ils connaissent les répercussions qu'ils vont subir. Donc, oui, je voulais juste le mentionner. Comme ça, les gens ne t'accusent pas d'être intolérant envers un groupe en particulier. C'est facile à comprendre. Oui, il y avait de bons Allemands dans l'Allemagne nazie, mais ils étaient insignifiants. Sans importance est le bon terme. Je suis désolé, ce n'est rien contre toi. Certains musulmans sont de bonnes personnes, mais il s'agit de l'islam comme culture que je trouve hostile à la Grande-Bretagne et à l'Occident. J'ai remarqué. Oui, désolé, continue. Tu as suivi Loudna, le musulman? Oui, j'ai vu ce qui lui est arrivé. Oui. Alors, quand tu regardes ça, ça me donne alors plus de sympathie pour la raison pour laquelle les musulmans ne s'expriment pas. Oui, parce qu'ici, il y a une jeune fille musulmane courageuse dans ma ville natale de Loun qui a essayé de s'exprimer contre les brebis galeuses. Quel a été le résultat? Elle a dû fuir sa maison, menacée de mort, et s'enfuir. Oui, donc quand tu vois ça, tu comprends pourquoi les musulmans ne s'expriment pas. Exactement. Oui, d'accord, je comprends, oui. Encore une fois, nous connaissons la punition pour l'éisme en islam, ce qui pousse beaucoup à être des musulmans cachés, culturels ou seulement de nom, incapables de s'exprimer. C'est comme je l'ai vu en grandissant avec certains de mes amis musulmans, ils ne peuvent tout simplement pas. Donc oui, je ne veux pas paraître supérieur.
tu avais un ami à Luton, et il s'est passé quelque chose. J'étais en train de t'écouter. Et puis il a dit, écoute, désolé, Tommy, je ne peux pas être de ton côté. Quelqu'un t'a agressé. Bagarre dans le centre-ville. C'est mon pote. Des musulmans attaqués puis frappé un gars. On a essayé de les séparer, ils nous ont attaqués. Tout s'est transformé en bagarre générale dans la rue. Mon pote musulman était de leur côté. Ensuite, il m'a dit « Frérot, dans ce cas, c'est nous contre vous. » Il m'a dit « Je dois retourner dans ma communauté et que je ne peux pas, c'est tout. Donc il n'y a plus d'amitié, non ? On n'est pas vraiment amis. Si tu défends un homme inconnu juste parce qu'il est musulman au lieu d'un ami de 15 ans, c'est révélateur, mais certains ne le comprennent pas. Mais je comprends maintenant, et j'ai été là, j'ai été debout, on était là, on buvait, ouais, on était une dizaine, et j'ai un pote. Razwan, oui, on est là. Salut Raz. Juste pour que les autres gars ici comprennent quand ça arrive, si ça arrive, ouais, au Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Ouais, et il dit juste c'est nous, et c'est vous. Et mes autres potes regardent, certains des autres gars, ils regardent, et il dit, ce qu'il dit, c'est nous et vous. Il dit, vous n'êtes pas croyant, il est très direct. Je connais la situation, je le sais. Ouais, je sais ça, et c'est un pote, ouais, mais je sais ça. Il nous dit que s'il y avait un conflit dans ce pays, il serait avec les musulmans contre nous, ouais, et que ce serait les musulmans contre les non-musulmans. Il a dit ça comme si c'était normal. Nous, on restait là, genre, c'est quoi ce bordel, mec ? Et il disait juste, vous n'êtes pas des croyants. Et j'ai dit, je te remercie pour ta franchise. Cela dit, non, je pense que je te remercie pour ta franchise, parce que je le sais, donc je le sais. Mais pour certaines personnes, c'est un choc. Mais ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas le concept d'une communauté islamique et de grandir au sein ou autour d'une communauté islamique. Donc, Je veux revenir sur Advanced Royaume-Uni, mais avant cela, je voudrais vos commentaires sur Keir Starmer. Que pensez-vous qu'il se passe avec Keir Starmer maintenant? J'ai remarqué qu'il change de ton. Il ne peut plus se cacher derrière vos islamophobes ou voyous d'extrême droite. Que va-t-il faire? Il lui reste 3 ans et demi pour regagner la confiance du public. Pensez-vous qu'il va faire quelque chose d'important ou pas? Il va juste continuer? il pourrait être expulsé massivement dès demain, ça ne changerait rien, personne n'irait. Tu peux faire ça? Il en a le droit légalement avec la Cour européenne des droits de l'homme? Il ne peut pas, il ne va pas le faire, il n'en a pas envie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait annoncer des plans pour le faire. Personne ne va lui faire confiance, personne ne va le croire. Je regarde ces 33 tweets et je ris, surtout en voyant celui sur des portes qu'on va écraser. Je me dis juste, tu te fous de nous, tu te fiches de nous, qui a Starma? Et le problème qu'il a, c'est que personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Lis les commentaires en dessous, liste les commentaires sous ça, c'est embarrassant. Il sort fort, je ne sais pas pourquoi il s'embête, parce que personne ne le croit. Personne n'y croit. Le parti travailliste et Keir Starmer ne peuvent rien faire. Il est de Veneto, c'est fini, ce pays est donc prêt. L'establishment politique le sait très bien. Oui, c'est là que la réforme va intervenir. Tous, y compris les conservateurs et les travaillistes, savent que les gens sont très désillusionnés par les deux grands partis. Maintenant, la réforme balaie les sondages d'opinion, mais la réforme pourrait être appelée tarte bleue. Oui, elle dominerait toujours les sondages, car les gens en ont assez d'eux. Le public ne choisira pas, c'est parti. Ils les quittent en masse, voilà, ils veulent contre quelque chose de nouveau, cette nouveauté qui balaie actuellement le parti, les sondages en ce moment, et les gens y croient. Lorsque tu étais en prison, je crois que c'est à ce moment-là qu'un sondage a été réalisé et qui a fait de Réforme le plus grand parti. Si une élection avait eu lieu ce jour-là, Réforme aurait gagné. Nigel Farage s'est alors retrouvé sur le devant de la scène et a pris son envol. Qu'est-ce qui ne va pas avec Nigel Farage? Pourquoi t'es-tu retourné contre lui? Tout d'abord, le 13 septembre, je ne vais pas mentionner Nigel Farage. Ce ne sera pas un festival de haine contre Réforme, ce ne sera pas une attaque contre Réforme. Je ne veux pas évoquer Réforme ou Nigel Farage à cet événement. Ce festival célèbre la liberté d'expression. Je veux que nos partisans le sachent. Aucune intention cachée ici. J'ai des problèmes avec Nigel Farage que je n'aurais pas souhaité. Si vous avez vu ce que j'ai fait le 27 juillet, j'ai demandé qui soutenait la réforme. Chaque personne, soit 10 000, a levé la main, a dit Nigel. Je t'ai juste demandé d'arrêter de nous attaquer. Cessez de mentir sur nous. Vous n'avez pas à nous soutenir, mais ne mentez pas. Ensuite, je suis en garde à vue, isolé et dans une mauvaise situation. Et puis j'apprends que Nigel Farage est à la télévision en train de dire au public que j'ai des condamnations pour violence contre des femmes. C'est juste un mensonge, un pur mensonge.
Voilà donc le futur Premier ministre de ce pays. Il utilise sa plateforme pour me calomnier et m'attaquer alors que je suis au plus bas de ma vie, quand je ne peux pas me défendre. J'apprends que la mère de mes enfants a publié un communiqué et a dû expliquer la situation à nos enfants avant l'école. Aujourd'hui, certains diront « ton père est violent » à cause des mensonges de Nigel Farage. Il n'était pas obligé de me soutenir, mais sortir pour justifier mon emprisonnement et manipuler le public, c'est stupide, il a dit. Il a commis un outrage au tribunal, Nigel. 167 millions de personnes ont vu le film et savent ce que j'ai fait. Je l'ai complètement assumé. Je me suis levé et j'ai admis « oui, je suis coupable, j'ai diffusé le film et enfreint l'injonction. J'ai enfreint votre injonction car je crois en la liberté de la presse et que le public doit connaître la vérité. » Le film disait la vérité. Nigel, oui, tout le monde sait que je n'ai pas menti. Alors Nigel a essayé d'insister. Maintenant, Nigel a fait ça à chaque fois. En 2018, alors que j'étais en prison pour outrage au tribunal, ce qui était illégal, j'ai été libéré après 11 semaines d'isolement. Ayant découvert que tout était vicié et illégal, Nigel était passé à la télévision. Pour me qualifier de criminel et voyou, ils ont examiné toutes mes condamnations pénales. En même temps, je ne juge personne parce que je crois que tout le monde a une chance de se réformer. Mais Nigel, le député de Nigel, l'un de ses 5 députés, est allé en prison pour avoir violemment donné un coup de pied à sa petite amie à la tête. Et il est à la télévision en train de parler de mon caractère et de me critiquer pour des conneries, donc je suis là, assis, évidemment j'étais frustré. J'ai essayé de faire la paix plusieurs fois avec la réforme. Et je voulais être honnête, comme je l'ai dit. Notre vision a changé la culture, a changé la politique. Je pense que nous pouvons former une armée de militants partout en Grande-Bretagne. 9 millions ont voté travailliste, 20 millions n'ont pas voté. Nigel ne cible pas ses électeurs, il devrait. Nigel vise les anciens électeurs conservateurs. Nigel cible les anciens électeurs conservateurs et les personnes déjà établies. 20 millions n'ont pas voté. Nous voulons les électrifier, c'est notre objectif en tant que mouvement culturel. Nous voulons leur donner un sentiment d'identité, de croyance, de célébration et de connaissance d'eux-mêmes. Si nous faisons cela, notre vision était que lorsque Réforme, Avance, Tories ou conservateurs se présentent, vous souteniez vos propres politiciens. Voici un engagement en 5 points pour la culture britannique, l'identité, la liberté d'expression, des sujets que nous, comme mouvement culturel, laissons. Oui, avec le soutien de boxeurs, comédiens et célébrités, nous formions une armée d'activistes sur les réseaux sociaux réunis sous une même bannière. C'était notre vision, et notre vision serait la suivante. Je ne veux pas entrer en politique, mais je veux pouvoir influencer, ce que fait le vote de Bloc musulman. Tous les partis vont discuter avec eux car, dans cette circonscription, ils font basculer le vote. Nous pouvons offrir 400 militants à la réforme, aux conservateurs ou aux travaillistes dans votre région. Nous le ferons. C'était donc notre vision initiale et j'espérais simplement que la réforme serait la voie politique du mouvement. Mais après le 27 septembre, après le 27 juillet, la façon dont Richard Tice est sorti et a parlé des partisans, nous ne voulons rien avoir à faire avec ce groupe-là. Maintenant, la raison pour laquelle Richard Tice parle comme ça, c'est parce que c'est un aristocrate bien éduqué, issu d'un milieu aisé. Voilà la réalité. C'est un aristocrate qui méprise la classe ouvrière et nous prend de haut. C'est la vérité. Nigel Farage, lors de notre rassemblement pour le Brexit en 2018, disait qu'ils étaient tous des voyous d'extrême droite tatoués partout. À quel point es-tu éloigné de la Grande-Bretagne et des ouvriers? Tous les hommes de la classe ouvrière ont des tatouages. Mais encore, Nigel Farage est un banquier élitiste qui n'a jamais mis les pieds dans une cité ouvrière après 19 heures. Il n'y est allé que pour des photos. Quelqu'un croit-il vraiment que Nigel se soucie de la classe ouvrière? Il s'en fiche. Il ne comprendrait rien à nos vies, notre éducation ou nos difficultés familiales. Il n'a jamais vécu ça. Aucun ne l'a connu. La réforme, tout le haut du parti, ce sont des élitistes. C'est la même connerie sous un autre nom. Je savais cela sur eux et que quand Nigel Farage prend une photo avec une pinte de bière, je le savais aussi. C'était pour attirer la classe ouvrière, pour se présenter comme l'un des nôtres. Il s'agit de cela. Nigel a très bien réussi et connaît du succès. C'est l'un des leaders les plus charismatiques. Il avait été brillant sur le Brexit, mais ne l'a pas mené à terme. Ensuite, il a conclu un accord avec Boris Johnson pour retirer des personnes. Je pense qu'il aurait dû aller jusqu'au bout. Donc j'ai observé tout cela. J'étais frustré. Je ne voulais pas attaquer Nigel Farage, juste qu'il nous laisse en paix et cesse de mentir sur nous. Fais ce que tu veux, nous faisons ce que nous sommes. Nous construirons un mouvement culturel et réveillerons les gens. Nigel, tout ce dont il profite actuellement. Je ne dis pas ça pour rien. Mais la vague de réformes sur laquelle il surfe vient de 15 ans d'activisme
pas de Nigel Farage. D'accord, de nous. C'est ça qui a réveillé les gens. Vous interrogez les partisans de la réforme sur ce qui les a motivés et leurs moments clés. Comment ont-ils découvert les réseaux de prédation? Quelle était leur opinion sur la liberté d'expression? Cela viendrait de notre journalisme et de notre activisme en tant que mouvement. Ils n'étaient pas obligés de le reconnaître, mais ils n'étaient pas non plus obligés d'attaquer le mouvement. Alors quand ils attaquent en fait chacun de nos soutiens, ça m'énerve parce que je sais à quel point ces soutiens sont formidables. Je sais à quel point ils sont formidables. C'est arrivé à ce moment-là quand j'étais encore en prison. Elon Musk commence à dire « Libérez Tommy ». Et c'est comme si l'establishment faisait littéralement sortir leur homme. Il vient pour éteindre l'incendie. C'était essentiellement le travail de Nigel. Éteindre l'incendie, faire taire tous, partir en Amérique, les retourner contre Tommy Robinson. Ce qui s'est passé à la place, c'est que Nigel Farage s'est fait éjecter et n'a pas reçu l'invitation à l'investiture. Parce qu'ils l'ont vu tel qu'il était. Ils l'ont vu. Ah, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais les Américains savent que j'ai réalisé le documentaire et que j'étais en isolement cellulaire pour une peine de prison de 18 mois. Si Nigel Farage croit en la liberté d'expression et se soucie des droits de la presse, il aurait simplement dû dire que c'est mal et qu'il ne devrait pas être traité ainsi. Il n'avait pas à me soutenir, il n'avait pas à être d'accord avec ce que j'ai dit, ni avec mes positions sur certains sujets. Mais au lieu de ça, il a persisté. Il mérite d'être en prison, et pas seulement, il a vraiment mérité d'être en prison. Il a raconté plein de conneries en disant que je frappais des femmes. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé pour moi. J'ai encore du mal à ne pas être amer, car je suis toujours bouleversé en regardant ces vidéos. Et depuis, je sais qu'il a donné son poste de président à Zia Youssef. Ce que je veux dire, c'est qui est Zia Youssef? Zia Youssef est parti quelques jours, puis est revenu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas si, Harris, tu connais l'histoire d'Afsal Amin? Non, donc. Afzal Amin était un membre important du parti Tory qui se présentait comme député conservateur à Dudley. Maintenant, Afzal m'approche avec d'autres musulmans. Oui, à l'époque où j'étais à l'English Defence League. Cherche cette histoire sur Google. Oui, parce que quand tu cherches l'histoire sur Google, tu ne réaliseras pas que c'est mon histoire. Oui, parce qu'il me critique dans l'histoire, mais c'est moi qui l'ai faite, c'est mon histoire. Je vais bientôt révéler les coulisses à tous. A. F. Salamine me contacte et demande « Tommy, que veux-tu que je fasse ?» Ah, F. Salamine a été capitaine dans l'armée britannique pendant 10 ans. Il parle l'anglais de la reine mieux qu'elle. Impossible de faire mieux, tu vois. Il cherche toujours ce représentant musulman parfait. Eh bien, c'était A. F. Salamine. Alors il vient me voir et il me dit « Tommy, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« Je veux que tu organises un rassemblement de l'English Defence League à Dudley, ma ville. Je veux que je m'implique avec toi. Et je veux que je m'implique. Et à cause de ton respect pour les forces armées. » J'étais capitaine, il a formé le prince Harry et William, ce A.F. Salamine. Il était là-haut, oui. Donc je veux que tu annules l'événement, que tu t'assoies avec moi lors d'une conférence de presse, que tu entres en négociation. En tant que communauté, toi et moi, la communauté ouvrière de Dudley, tu évoques le respect que tu as pour moi. Tout cela, c'était sa vision, oui. Et l'argent ne sera pas un problème. On prendra soin de toi. Alors il vient, me rencontre et me dit tout cela. Je dis à Afzal de me laisser réfléchir et qu'on organisera une autre rencontre. Donc on en prévoit une. Je porte un micro et une caméra. Et il arrive avec 2 jeunes musulmans qui sont des gangsters. Et je leur dis, nous avons tous les enregistrements, tout sera révélé. Je leur dis, vous ne semblez pas être des conservateurs. Ils répondent, non, nous sommes travaillistes. Je leur ai dit, pourquoi financez-vous cela? Ils ont dit, on veut juste que notre homme soit élu. C'est comme si ces 2 gars avaient une centaine d'entreprises. Un de leurs hôtels a été perquisitionné pour proxénétisme. Ils évoquent leur ami récemment abattu. Je me renseigne sur l'affaire. Il a été tué lors d'une exécution mafieuse. A.F. Salamine déclare à la caméra « Tommy, je ne vise pas de poste gouvernemental car on m'avait déjà proposé un siège au cabinet conservateur. » Il dit « Quand David Cameron, alors Premier ministre, entre dans une pièce de 200 personnes, il ignore tous les autres et vient droit vers moi. Je me suis dit, je parie qu'il le fait. Tu es la voix musulmane idéale, le symbole attendu par le parti conservateur. » Il s'assoit et dit non. Tommy, l'argent ne sera pas un souci. Tu seras soutenu financièrement, tu auras un ami. Au sommet du Parlement britannique, et je n'ai pas les yeux rivés sur le Parlement, je vise plus haut. J'ai déjà obtenu des financements du Qatar. Nous allons éliminer le sans-abrisme et la pauvreté dans ma région. Mon bilan pendant mon mandat au Parlement résoudra tous les problèmes de cette région, pour ma circonscription. Il me raconte, je porte un micro et j'enregistre des images.
Ensuite, je me rends au Daily Mail une semaine avant l'élection et je dis au Daily Mail qu'on... Écoutez ça. Ouais, pot de vin, argent, gangs, putain de gangster politique. David Cameron. Cet homme siège dans notre cabinet. Il fut capitaine dans l'armée britannique. Première page de notre journal. Ton financement étranger, le Qatar étranger. C'était la plus grande actualité de cette élection. Page principale avec 8 pages internes, cherchez sur Google. A. F. Salamine, Tommy Robinson. En lisant l'article, vous verrez la couverture. J'ai organisé une autre réunion après celle-ci, car malgré les enregistrements, je voulais des images plus claires. J'ai demandé à quelqu'un de s'asseoir dans ce restaurant et de me prendre en photo en train de dîner avec lui. Et puis quand je me suis assis au Daily Mail, ils étaient là, là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, c'est de la politique corrompue, typique de la politique pakistanaise en Grande-Bretagne. Ça a été un type méchant, ça a été importé. Donc évidemment, ils ont ensuite interrogé A.F. Salamine. J'ai toujours les images des coulisses, mais je ne les ai jamais utilisées, car je ne faisais pas de journalisme à l'époque. Je ne faisais pas de journalisme, je n'y avais pas pensé, j'étais militant et anglais. J'étais juste ton Nina, jamais ce bon. Oh, on a eu, tu aurais dû voir. Lors de la réunion à Birmingham avec ces gangsters, j'attache la caméra sur moi avec du ruban adhésif. Ouais, on est vraiment nuls. Quand je suis assis avec tous ces musulmans autour de la table, ils disent-me ça. Aucun de nous n'est stupide. T'es un grand gars, Tommy, t'es un grand gars. Ils disent aucun de nous n'est stupide, Tommy. Je commence juste à rire, je me dis putain d'abruti, j'ai tout enregistré. Ouais. Et puis A.F. Salamine m'appelle quand je suis au Daily Mail, et ils ne voulaient pas me laisser partir du Daily Mail. Une fois qu'ils ont compris, ils m'ont fait m'asseoir et signer un putain d'accord de non-divulgation. Je m'apprête à tout révéler et montrer la vidéo. Voilà. Vous risquez la prison pour ça. Tommy, ne recommence pas. Ils veulent me poursuivre, mais je ne possède rien. H-A-R-R-I-S. Alors, quand A.F. Salamine m'appelle, je suis assis au bureau et il me dit « Tommy, j'ai répondu. Oui. » Il a dit « Le mail vient de m'appeler. » J'ai répondu « Ah oui ?» Il me demande « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Certaines choses ne se vendent pas. » A.F.S.A.L. T'es foutu, ta carrière est finie. Bref, ouais. Et puis après, il disparaît. Ouais, mais... Tu sais ce qu'on trouve, le Daily Mail aussi? Parce qu'ils enquêtent sur tout, ils trouvent ça. 4 ans avant d'intégrer l'armée britannique comme capitaine, il réalisait des tracts sur les Moujahedine, prenant le contrôle de la Grande-Bretagne. C'est un djihadiste qui est entré dans l'armée britannique sous couverture en tant que capitaine pendant 10 ans, et il était sur le point de faire partie du cabinet du Parti conservateur britannique. Lorsque je le regarde et vois d'où il vient... Tu aurais dû être anobli rien que pour ça. Tu as une longue liste de... Tu sais ce qu'ils ont fait? Quand ça sort, lis le journal, ils m'attaquent. Tu ne penserais pas que c'est moi qui leur donne l'histoire. Je vais tout montrer à tout le monde, j'ai toutes les vidéos, même nous dans la chambre d'hôtel, et en train de le rencontrer. Je vais en faire un petit documentaire pour montrer aux gens ce qu'on a fait. Mais ce qui m'inquiétait ici, c'était A.F. Salamine était sous couverture. Quand je lui ai parlé, il avait 2 enfants à Eton. Ouais, 2 enfants à Eton. Votre salaire de capitaine dans l'armée britannique ne suffit pas pour 2 enfants à Eton. Alors, qui a financé toute cette opération secrète pour attraper un étranger, un homme financé par l'étranger? Alors je le regarde et je ne plaisante pas. En ce moment, je regarde Zia Youssef et je me pose des questions parce que son entreprise n'allait pas si bien avant d'être vendue pour des millions. D'après ce que je comprends, il sort de nulle part. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais à cause de son parcours. Avec la baronne Varsi, avec Sadiq Khan, avec Af Salamine, tout à coup, de nulle part, Zia Youssef arrive sur la scène. Apparemment, il paie 20 000 livres sterling et obtient le poste de président de Reform. Reform a récemment organisé un dîner avec la table d'honneur à 25 000 livres le billet, Musulmans Pakistanis. Je regarde ce qu'il faisait au Parti conservateur et j'ai des questions. Parce que depuis l'implication de Zia Youssef dans la réforme, Nigel Farage ne veut pas de déportation massive. Quel est le nom de la fille qui est partie chez Detch? Il répond « Elle devrait revenir ». Oui. Comment s'appelle-t-elle? Shamima Megan? Il a dit qu'elle devrait revenir. Il ne se soucie pas du remplacement démographique. Toutes les politiques qu'il propose en réalité... Son plan, il a dit, ignore-les.
Non, nous ne pouvons pas les aliéner ni contrarier l'islam, même si la situation est mauvaise. Parce qu'en 2050, ils vont devenir aussi dominants. Mais le fond du problème, c'est nous avons une population musulmane en Grande-Bretagne qui augmente d'environ 75% tous les 10 ans. C'est simplement la situation dans laquelle nous sommes. Si nous aliénons politiquement l'ensemble de l'islam, nous perdrons. Alors, comment inclure? Nous perdrons d'ici 2050. Dieu sait dans quel état terrible nous serons. Donc, en gros, Nigel Farage brandit son drapeau blanc. Alors pourquoi? Je me suis exprimé fermement. C'est fondamentalement une reddition. C'est de ça qu'il parle. Il parle de se rendre. On ne peut pas accepter ça. Ouais. Alors quand j'ai vu ça, je sais que tant d'électeurs et de partisans de la réforme sont menés en bateau. Nigel, même s'il arrête les bateaux, ce n'est pas notre principal problème. Les bateaux sont un souci, mais pas le plus important. 12 millions de personnes sont arrivées l'an dernier, alors que la politique de réforme prévoyait un entrant pour un sortant. 500 000 Britanniques ont quitté le pays. Ils en feront entrer 500 000. C'est Zia Youssef et non Nigel Farage qui semble diriger la réforme. C'est ainsi que tout le monde le perçoit. Mais qui est Zia Youssef? D'où vient-il? Où est-il? D'où vient ce bateau? J'ai posé ces questions. Ça ne me dérangerait pas s'il méritait sa place, mais ce n'était pas le cas. Il a acheté sa place après avoir vendu son entreprise pour des millions, bien qu'elle ne générait aucun bénéfice. Tout ça pue. Alors j'ai posé ces questions parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec AF Salamine, j'y étais, je l'ai déjà révélé. Et l'influence de l'argent pakistanais et des gangsters que nous avons vus. Je le sais car toute la table d'honneur au dîner de Nigel était composée de gangsters et d'hommes d'affaires pakistanais. Encore une fois, c'est une réforme. Ce sont les personnes qui devraient haïr la réforme. Alors pourquoi achètent-ils ces billets de dîner à 25 000 $? Ils peuvent ainsi influencer la réforme. Nigel a clairement été influencé et manipulé par Zia Youssef pour 200 000 $. Alors qui sait quoi? Ça, c'est 200 000 $ déclarés, mais qui sait ce qui ne laisse pas? Qui sait ce qui se passe? Mais à cause de ce qui s'est passé auparavant avec AF Salamine, je l'ai déjà dénoncé. Il devait intégrer le cabinet et se voyait comme un potentiel futur Premier ministre pour le Parti conservateur. Cherche-le, frère. Quand tu le verras, tu comprendras pourquoi il l'aimait. Maintenant, je l'ai détruit. Ouais, j'ai mis fin à toute sa carrière politique. Il est fini. Mais alors, quand je te regarde, oh attends, imagine, frère. Pense à l'argent dépensé, la préparation, 10 ans sous couverture comme capitaine dans l'armée, tout ça pour voir ça après, espèce d'idiot. En plus, les gens, les Qataris, ou ceux qui ont investi en lui, ils doivent être tellement énervés contre lui aussi. Ils avaient en presque quelqu'un au sommet. Eh bien maintenant, ils ont probablement fait venir Zia Youssef. Ils savent que Nigel était le prochain. Approchez quelqu'un de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, et ça pue. Donc malheureusement, je ne veux pas voir le mouvement qu'on a créé, le mouvement de ceux qui viendront le 13 septembre, qui veulent liberté et culture britannique. Je ne veux pas les voir trahis et je ne crois pas que Ben Habib les trahira. Et pas seulement ça. Que Ben Habib devienne le prochain Premier ministre ou atteigne ce niveau lorsque Nigel Farage, comme tous les politiciens qui sont des lâches, verra qu'il perd du terrain face à un parti qui veut des expulsions massives, qui parlera de l'islam, qui mettra fin à l'islamisation. Quand ils verront cela, cela les fera changer. Parce qu'actuellement, Nigel s'en fiche, et il se moque de Rupert Lowe, il se moque de Ben Abe, c'est ce qu'il fait. Ils sont insignifiants, je m'en fiche. Quand tu es en colère et bouleversé, tu n'as pas d'autre choix. Tu avais la réforme. Plus maintenant. Une option politique compte désormais 30 000 membres en un mois, littéralement. Je vais voir de combien ils ont augmenté depuis hier. Je pense qu'après le 13 septembre, ils doubleront. Maintenant, il y a une option politique. J'espère vraiment que Rupert Lowe le verra. Le vent souffle pour Advance, la vraie opposition. Je pense simplement que Rupert Lowe souhaite rejoindre le Parti conservateur. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Je crois au Parti conservateur. S'ils veulent un avenir, ils ont besoin de Rupert Lowe. S'ils veulent, avant la prochaine élection, avoir la moindre chance, ils ont besoin de Rupert Lowe à bord. Et je crois que Robert Jenrick devient une voix forte. Il est bon, Chris Phelps. Il y en a pas mal qui sont en train de monter en puissance. Personnellement, j'aime bien Kemi Badenoch, je l'apprécie depuis des années. Je pense qu'elle a été forte contre la culture woke, je pense qu'elle a été solide sur ses points. Depuis qu'elle a pris la tête, elle n'en a rien fait ni été à la hauteur.
Et je pense que non, elle n'a pas ce qu'il faut. Je pense qu'elle ne parle pas comme une personne. Peut-être qu'elle est... Avant. Mais je pense que Robert Jenrick avec Rupert Lowe, c'est là qu'il pourrait l'offrir le voir. J'essaie de comprendre car Rupert Lowe n'a pas de parti. Restore Britain n'en est pas un. Il ne s'agit pas de créer un mouvement, Rupert, il existe déjà. 1 million de personnes seront dans les rues. La chose malheureuse et triste, c'est que tous les politiciens, pas seulement un, les 650 politiciens dans cette chambre, nous avons quelque chose le 13 septembre. Les politiciens polonais Éric Samor, les politiciens français Philippe de Winter, le chef du parti Vlaams-Blande de Belgique, le chef du parti du peuple danois, Morton Messerschmidt, les politiciens de l'Alternative für Deutschland Peter Bryson. Donc tous ces politiciens viennent en Grande-Bretagne, à Londres, pour parler, inspirer et écouter le public britannique, et pas un seul membre du Parlement. Donc on peut faire semblant qu'il y a un parti populiste dans la réforme. Pourquoi ne sont-ils pas avec le peuple ? Il ne s'agit pas d'être avec moi, je l'ai dit clairement plusieurs fois. Vous n'avez pas à me soutenir. Voici le peuple, ce sont les Britanniques oubliés, négligés, trahis. Et il n'y aura pas un seul membre du Parlement britannique qui sera là pour leur donner une voix. Je sais que 3 ans, c'est long et que cela devrait suffire pour que l'avant-garde se fasse une place. Mais n'y a-t-il pas une inquiétude que vous puissiez diviser ce vote? Oui, mais que divisez-vous vraiment ? On dit que vous divisez la droite, mais Nigel France sera déjà à gauche du Parti conservateur sur l'immigration. Nigel Farage remplit son parti de libéraux et de membres du Parti travailliste. Nigel Farage remplit son parti de politiciens favorables à la neutralité carbone. Il le remplit. Il a appris 1 million de livres du Forum économique mondial. Quelle différence ? Quelle différence, bon sang ? Un musulman du Forum économique mondial a donné 1 million de livres à Réforme. Quelle différence aujourd'hui entre Réforme et les conservateurs ? Donc il va être divisé. Je crois que Robert Jenrick est plus fort. Je me souviens. La gauche met les décodexantes en zon, mais le vote de la gauche va être divisé avec Jez Buller et son nouveau parti islamophile, donc le Labour est divisé. Les musulmans prennent des directions différentes, cela va diviser. Je comprends les inquiétudes des gens, mais à moins que Nigel ne soit poussé, il va rire et sourire tout en racontant n'importe quoi et en changeant d'avis sur tout, à moins qu'il ne soit poussé. Quand il verra un parti de la résurgence comme Advance atteindre 6% ou 8%, il faudra, espérons-le, engager des discussions. Oui, espérons-le, il faudra alors discuter. Nigel doit être poussé sur ces sujets, il n'était pas pour les expulsions massives. Je l'ai vu à sa conférence hier et j'ai pensé, il y a 2 mois, tu disais ne pas vouloir d'expulsions massives ni en faire un objectif. Maintenant, tu es la seule personne qui veut des expulsions massives. C'est comme, qu'est-ce que tu crois vraiment, mec ? Qu'est-ce que tu crois vraiment ? Nigel est un bon orateur, mais je suis désolé, il n'est pas prêt pour le contre-coup, il n'est pas prêt à être la cible. Pourquoi Réforme organise-t-il des conférences et séminaires sans jamais rencontrer d'opposition dans ces salles ? S'il était vraiment une menace pour l'establishment, aurait-il une émission sur Grande-Bretagne News ou serait-il censuré ? Tu vois Nigel, tu vois Ben Abe, il est maintenant banni de Grande-Bretagne News, tu vois Rupert Lowe banni de Grande-Bretagne News. Elon Musk vient tout juste d'apporter son soutien à Advance Royaume-Uni et à Grande-Bretagne News. Aucune autre radio parlée ni talk télévision n'a interviewé Ben Abe à ce sujet. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça te dit oui. L'establishment, comme Grande-Bretagne News, est considéré comme la chaîne de la liberté d'expression. Encore une chaîne de l'establishment. Regarde comment ils ont traité Mark Stein pour avoir critiqué les vaccins et Lawrence Fox. Regarde ce qu'ils ont fait à... Regarde ce qu'ils ont fait. Tu n'as donc pas le droit de mentionner. Ils évoquent les islamistes comme aucune autre chaîne. Non, ils ne le font pas comme les autres chaînes. Mais il y a toujours des limites à ce que tu peux dire là-bas. Tu n'as toujours pas le droit de mentionner mon nom. Donc, l'état mondial. Le public et l'establishment savent, ils doivent discuter maintenant. Tout le monde en parle, il te faut une plateforme, une chaîne comme Grande-Bretagne News, un parti. Voilà Nigel Farage. Tu sais quoi ? Tu penses que les politiciens ont peur ? Tu penses qu'on s'est dit qu'ils ont peur que Nigel Farage soit au Parlement ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Tu vois Keir Stein ? Nigel Farage? Je veux dire, je n'ai jamais vraiment été impressionné parce qu'il semble qu'il veuille dire des choses qui ne sont pas trop offensantes. Il obtenait des réformes, recevait tant de soutien de votre public, mais ne prononçait jamais un mot sur vous. Je ne dis même pas ça pour toi, mais de toute façon, il s'est retourné contre toi. Et ça ne me dérangeait pas, Harris, ça ne me dérangeait pas.
Je me souviens t'avoir parlé en Angleterre, mais tu t'en fichais et restais indifférent, même en gardant le contact. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je veux juste que ces gens ici qui sont venus aujourd'hui et qui s'inquiètent de l'islamisation de leur pays aient la parole libre, les réseaux de prédateurs sexuels. Regarde ce que Rupert Lowe avait, son discours. Nigel Farage a supprimé ta expulsion massive de son discours. Nigel Farage lui a interdit de dire « gang de violeurs pakistanais ». Il ne dirigera pas ce pays, il n'est pas le leader courageux dont il a besoin. Personnellement, je pense à Ben Ab, et je pense aussi à Rupert Lowe. Rupert Lowe pourrait être le Trump britannique. J'espère qu'il se lancera. Peut-être ne veut-il pas les soucis de cette vie. Je ne sais pas. Mais Ben Ab, je ne lui fais pas totalement confiance. Harris, vous savez, mes documentaires, le viol de la Grande-Bretagne, les 5 séries, Lawfare. Aucun d'entre eux n'aurait vu le jour sans certains de mes collègues incroyablement utiles. Ces collègues font partie intégrante d'Advanced Royaume-Uni. Oui, ils sont au cœur de tout cela. Même si je refuse la politique partisane, je l'ai souvent dit clairement. Un jour, je pourrais y être poussé. Qui sait, je pense personnellement qu'à l'événement du 13 septembre avec la foule présente. Tu crois que le Parlement se soucie de Nigel Farage? Je ne pense pas. Tu sais qui ils ne veulent surtout pas voir là-bas? Ils ne veulent ni d'Anne Bideau, ni de Katie Hopkins, ni de moi. Tu veux jeter une grenade dans la Chambre des communes et vraiment provoquer une révolution qui commence à envoyer des non-politiques comme nous. Oui, qui ne se soucient absolument pas des menaces, ne se soucient non pas des paroles diffamatoires, des étiquettes ou des noms. Ils vont nous appeler et on ira leur dire la vérité là-bas. C'est peut-être ce qui va arriver. Je veux simplement avancer Royaume-Uni. Je voulais que notre mouvement ait un foyer politique, et je vois ce foyer politique dans Avancer. Royaume-Uni, nous avons déjà tenté de créer ce foyer politique, mais la réforme a reculé, faibli et cédé. En voyant cette interview, on apprend que d'ici 2050, la population musulmane croît de 75% tous les 10 ans. Impossible de les contredire, c'est « tais-toi, lâche ». Tu abandonnes déjà pensant livrer notre pays d'ici 2050 à cause de la croissance démographique musulmane. Qu'est-ce que ça me dit? On doit y mettre fin, on doit arrêter ça, on doit s'en occuper. Donc oui, malheureusement et malheureusement Harris. Certains partisans de la réforme et soutiens seront contrariés. C'est pourquoi je veux qu'ils le sachent. La révolution, c'est ça. La réforme donnait l'impression d'un changement, qu'ils agiraient contre l'islamisation de la Grande-Bretagne. Mais il est clair qu'il a déjà jeté l'éponge. Dernière question, Tommy. La dernière fois, cette vidéo a été supprimée en 2 jours. Ensuite, tu es allé en prison, puis tu es sorti, et soudainement, ma vidéo est réapparue. Et puis j'ai vu que ta chaîne YouTube était revenue. Elon Musk t'a soutenu, évidemment. Depuis, un grand changement majeur a été l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et j'ai aussi remarqué que les algorithmes de YouTube ont un peu changé d'une certaine manière. Ils ne me sont pas, comment dire, ils ne sont pas, je veux dire, ils sont corrects envers des gens comme nous. Tu sais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a une directive qui est venue de Donald Trump à tous ces géants de la tech pour qu'ils mettent de l'ordre dans leurs actions? Harris. Mon interview avec toi, Jordan Peterson, tu ne pouvais ni la partager ni la commenter. Ils ont été bloqués. Ouais, 1 semaine, 2 semaines avant que je sorte de prison. Mon fils me dit que ma chaîne YouTube est revenue. Je lui dis que c'est impossible, mais il insiste en disant qu'il la regarde. Alors quand je sorte, je me dis « Bon, laisse-moi essayer de faire une vidéo. » Et j'ai essayé de le faire. Ce n'est pas monétisé, ce n'est pas grave. Ouais, c'est revenu. J'ai aussi vu toutes les autres interviews annulées, comme celle de Jordan Peterson et la tienne, elles y sont toutes. Et ensuite j'ai pu le faire. Donc, et c'était littéralement le moment de ma sortie de prison. Maintenant, tu as raison. Qu'est-il arrivé entre-temps? Elon Musk a racheté X et nous a rendu la plateforme. Peut-être que les dirigeants de YouTube, probablement juifs selon moi, l'ont compris après le 7 octobre. Merde, on a mis en avant les mauvaises personnes ici. Oui. Nous avons valorisé Mohamed Hijab et fait taire Tommy Robinson. Ce n'est pas juste. Maintenant, Mohamed Hijab souhaite que tout le monde nous tue. Tommy Roberts était l'une des rares voix à nous défendre. Peut-être ont-ils eu leur propre réveil, ou alors Donald Trump est arrivé et a dit « Arrêtez de censurer, offrez une plateforme équitable à tous ». Mais quelque chose a changé, et je dirais que c'est l'onde qui vient des États-Unis. J'ai hâte de montrer notre respect à Donald Trump, à Elon Musk, à Londres en tant que public britannique, parce que nous leur devons tout en ce moment. Harris. Tout ce qui se passe comme une révolution culturelle qui est en cours.
Les drapeaux qui sont hissés partout, il n'y a pas une seule ville où les drapeaux ne sont pas omniprésents. Oui, même en allant chez mes enfants, oui, qui habitent dans un autre quartier, qu'ils sont partout. Ils sont partout. Donc tout cela, cette plateforme du débat, la montée. Je suis passé de 300 000 à 1,5 million. Presque sur les réseaux sociaux. La portée vers des centaines de millions, les chaînes YouTube, les nouveaux commentateurs, les podcasteurs. Rien de tout cela n'aurait pu arriver sans qu'Elon Musk achète X. Rien de tout cela. Ceci résulte d'une vague de liberté d'expression partant des États-Unis vers l'Amérique et l'Union européenne. C'est positif de voir l'Union européenne et de le constater. Kerstar, tu as vu cette semaine qu'Apple a été remise à sa place par John David Vance. Et je pense... Est-ce que tu es disponible? Peux-tu venir le 13 septembre, Harris Sultan? Je ne peux pas. Oh mec. Oui, mais j'ai un enfant. Je suis père célibataire à plein temps et je ne sais pas quoi faire avec lui la dernière fois. D'accord, oui, d'accord. Eh bien, je pense que... J'adorerais pourtant. J'adorerais. Je m'en veux. Pourquoi je ne peux pas le faire? Je pense que le monde entier va regarder, tous ceux qui tiennent à moi vont regarder, et on va offrir un spectacle. Et les Britanniques? J'ai regardé, et je l'ai déjà dit, quand j'ai vu ce qui se passait en Irlande et que j'ai vu les manifestations de masse. Il y a 3 ans, j'ai réalisé le documentaire Plantation 2, l'essor des kelps là-bas. Et j'étais envieux parce qu'ils étaient organisés, les gens dans la rue. Et je me suis senti inspiré par les Irlandais. Oui, pour me motiver à nouveau car je me plaignais un peu de ma situation. Tu étais complètement dans le brouillard. Personne ne pouvait toucher à ton Instagram, Facebook, YouTube. Même les gens qui te parlaient, leurs chaînes étaient supprimées. Je me sentais, mais j'ai été inspiré par les mères irlandaises, notamment la mienne, une vraie Irlandaise. Mais elles m'ont inspiré et ça m'a poussé à agir. Tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là? Je ne veux pas être inspiré par les Irlandais, ni par les manifestations des Espagnols ou des Allemands. Je veux que la Grande-Bretagne inspire le monde en étant son centre. Maintenant, je pense à ce que nous allons faire le 13 septembre, comme le reste des Européens qui ressentent la même chose que nous, qui se sentent opprimés. Les Canadiens, tous les Australiens de l'Ouest, partout. Je pense qu'en voyant nos actions, ils comprendront que la Grande-Bretagne est réveillée. J'espère que nous inspirerons beaucoup d'autres personnes, et j'espère qu'après notre succès du 13 septembre, ce que nous prévoyons ensuite attirera l'attention. Viktor Orban, Alice de l'AfD. Nous voulons que les dirigeants du monde viennent à... Geert Wilders? Geert Wilders. Nous voulons Geert Wilders, Le Pen. Nous voulons que les dirigeants du monde viennent sur le champ de bataille, et je pense que le champ de bataille pour la liberté d'expression sera choisi à Londres. Ce sera la population britannique qui va inonder la capitale à chaque fois. Et il n'y a rien que la tyrannie ou le gouvernement de Keir Starmer puisse faire pour l'arrêter, parce que quoi qu'ils aient fait pour l'arrêter, c'est de là que je tire ma satisfaction. Vous, mettez-moi en prison pendant 7 mois. Tout leur a explosé à la figure. Tout leur explose. Même avec cette affaire, tout ce qu'ils font, ça leur explose à la figure. 167 millions de vues. Vous avez emprisonné Lucy Connolly car vous le pensiez. Elle est devenue une héroïne. Vous pensiez que ça enverrait un message aux mères. Vous pensiez qu'on pouvait enfermer une maman, la mettre en prison et la punir. Tout ce que vous avez fait, c'est allumer le feu dans le ventre de chaque maman anglaise et britannique. C'est tout ce que vous avez fait. Vous pensiez qu'en faisant ce que vous avez fait à Peter Lynch, cela dissuaderait les gens? Nous organiserons plutôt une célébration de la vie de Peter Lynch et lui rendrons hommage lors de notre événement à Londres. Peter Lynch a vécu une histoire très triste. Racontez brièvement ce qui lui est arrivé. Peter Lynch était un grand-père. Il n'avait jamais eu de problème de toute sa vie. Il a protesté en brandissant des pancartes contre le gouvernement lors de la manifestation. Il a dit « Je prie pour ma famille, je prie pour ma famille ». Ils l'ont enfermé. Condamné à 2 ans et demi de prison, il s'est pendu en cellule. Et il s'est pendu. Parce que dans le système carcéral, il n'aurait pas été à la hauteur. Il a été jeté en pâture au loup parce que toutes les bandes islamiques sont là-dedans. Keir Starmer, le gouvernement et les médias politisés ont qualifié tous les prisonniers de racistes, extrémistes et d'extrême droite. Et la Ligue de défense anglaise, ils les ont livrés au loup. Hélas, il n'a pas survécu à sa peine de prison. Il a été assassiné par le gouvernement de Keir Starmer. Même s'il s'est suicidé, nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Peut-on vraiment faire confiance à la police? Peut-on vraiment faire confiance à la version officielle? Un autre homme a jeté du bacon devant la mosquée et a été tué. Il a pris 2 ans, mais un certain Bunny Creed, lui aussi a pris 2 ans, et il n'est jamais sorti de prison non plus. Ouais, 2 ans? De sandwich au bacon, près d'une mosquée, 2 ans. Ouais. Et à propos du fait que tout ce qu'ils font, ça se retourne un peu contre eux,
Hier seulement, cette Écossaise de 14 ans a sorti un couteau contre ce migrant et Hamza Youssouf s'en prend à toi. Mais malgré cela, ils l'ont arrêté. Maintenant, évidemment, d'accord. La version officielle est que les filles se sont approchées du couple bulgare, mais apparemment, certaines personnes disent qu'il s'agit de personnes roms. Encore une fois, pas que cela ait de l'importance, mais les filles semblaient clairement bouleversées. L'une des filles a dit « Ne touchez pas à ma sœur, elle n'a que 12 ans. » Ce que je veux savoir, si je veux croire la version officielle, alors ce que je veux savoir, comment ont-ils fait? Quelles informations ont-ils pour croire la parole du gars plutôt que celle de la fille? S'ils ne nous donnent pas toutes les infos, on suivra notre intuition. Parce que tout ce qu'ils nous disent n'est pas toute la vérité, ce n'est pas le cas. La vérité, non. Il la déforme. La fille, tu frappes les enfants. Donc un enfant a été frappé. Elle parle de sa sœur de 12 ans. Une altercation physique a eu lieu avec un enfant. C'est ce qui s'est passé avec cette petite fille. Et cette petite fille est maintenant devenue un symbole de résistance. Elle se lève. Et c'est triste qu'une enfant doive s'armer. Mais c'est la réalité dans de nombreuses villes et cités pour les jeunes filles. Parce que le migrant, qu'il s'agisse d'un homme migrant, l'a abusé, l'a attaqué. Et maintenant, tous les politiciens le présentent comme la victime. D'une manière ou d'une autre, c'est lui la victime, pas l'enfant, pas l'enfant. Et savez-vous où nous avons vu Harris? Savez-vous où nous avons vu cela? Connaissez-vous les victimes des réseaux de prédation sexuelle? Elles ont encore un casier judiciaire des années après leur condamnation. Sammy Woodhouse a mené campagne pour faire effacer son casier judiciaire. Criminalisée à 13 ans alors qu'elle a été violée et forcée par des gangs à des actes criminels, elle est une victime, non une criminelle. Et cette petite fille-là, âgée de 14 ans ou de 13 ans, c'est une victime, pas une criminelle. J'ai fait cette vidéo hier et j'en parlais. Imaginez quel genre de conversation les enfants ont entre eux ou les pères ont avec leurs filles. Aujourd'hui, tout le monde connaît le scandale des gangs de prédation ou de viol. Il est complètement public. Quand Cassie Baron a-t-elle remis son dernier rapport? C'est confirmé. Ce n'est plus une théorie du complot ni l'affaire de Tommy Robinson. On sait désormais que cela s'est produit à grande échelle il y a quelques jours à Canary Wharf à 5 heures du matin. Le matin, Canary Wharf, probablement pas très loin du nouvel hôtel. À l'extérieur de l'hôtel pour migrants. Littéralement, il y a 2 secondes. Une femme a été violée en plein jour. Ces politiciens, toutes ces personnes, leurs proches, ont-ils des sœurs ou des filles? À quoi pensent-ils? Et bien sûr, vous savez, le fait que ces filles portent des armes. Je vois des milliers de commentaires où les gens disent qu'il faut s'armer. Souvenez-vous de cet incident qui s'est produit dans le train de Londres, où ce migrant, un gars mentalement dérangé, a juste décidé, vous savez, de baisser son pantalon. Les gens ont alors agi eux-mêmes. Je pense qu'ils poussent à l'action individuelle, car des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Australie sont des sociétés très confiantes. Normalement, les gens ne voudraient pas avoir de problème, ils ne voudraient pas agir par eux-mêmes ou enfreindre la loi et avoir des ennuis avec la police. Mais cela en dit long sur la société actuelle. Ça en dit long. Et pas seulement à propos de ce qui s'est passé à Canary Wharf. Des hommes se font violer. As-tu vu qu'un homme de 60 ans a été violé par 2 personnes? Problème là-bas. Tu sais qui? Les politiciens ont un souci. Des confrontations à venir. Beaucoup de leurs familles seront sûrement à Londres avec nous, car elles seront concernées par les problèmes qu'ils apportent. Ils ne voudront peut-être pas en parler. Ils essaieront peut-être de flatter un bloc électoral, ils essaient peut-être de flatter et d'apaiser, mais leurs familles généralement seront touchées par cela. Un réveil massif aura lieu. Le 13 septembre sera une date historique de rébellion et de résistance en Grande-Bretagne. Vous avez entendu? Rassemblement, unir le royaume, le 13 septembre. Tommy pense qu'il y aura 1 million de personnes, mais même s'il n'y en a pas 1 million, un demi-million, peu importe, ça va être un événement incroyable. Et assurez-vous d'y aller. Comment peuvent-ils trouver plus d'informations à ce sujet sur votre site web? Ça va se passer à Waterloo. Nous avons plus de vidéos. Il suffit de suivre mon compte X et mon compte YouTube. Et il y en aura d'autres. Nous nous retrouvons à Waterloo, on se rassemble à partir de 11h, je vais faire un direct pour tout montrer à tout le monde. Voici où vous vous retrouvez vendredi, voici où vous vous retrouvez, voici où vous marchez, voici l'itinéraire. On doit garder des voies ouvertes pour la sécurité de l'hôpital Saint-Thomas en cas d'ambulance, donc il y a beaucoup à gérer et la planification continue. Toute cette planification, j'espère qu'on fera justice à chacun lors de cet événement. C'est tout les gars. Suivez Tommy Robinson sur X et YouTube et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut. Merci Harris Sultan.